Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition environnementale. Au sommaire, les décideurs africains mettent en place des politiques foncières innovantes pour la mise en œuvre de la ZLECAf. Une initiative qui permettra l'utilisation des terres et la libération du potentiel productif du continent. L'Agence européenne de l'environnement invite les 27 pays membres de l'UE à insérer le climat et l'environnement dans d'autres domaines politiques. Ceci dans l'atteinte des objectifs environnementaux d'ici 2030. Et puis au Canada, l'espoir de Noël blanc s'envole car la neige pourrait être absente dans plusieurs provinces du pays à cause du changement climatique. Plus de détails dans un instant. Alors que la mobilité des populations et le caractère transfrontalier de certaines ressources naturelles comme les eaux, les terres, les forêts et la biodiversité renforcent le besoin de s'appuyer sur l'intégration, les décideurs africains rappellent la nécessité de créer des politiques de gouvernance foncière innovantes et de bonne qualité. Selon l'Union africaine, la terre est l'une des principales ressources et catalyseurs de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Suivons ce récit pour en savoir plus. Afin de permettre l'utilisation des terres pour donner une impulsion au processus de développement de l'Afrique, les pays africains ont été invités à créer des politiques de gouvernance foncière innovantes et de bonne qualité qui favorisent un accès équitable à la terre et créent un environnement propice aux investissements en vue de libérer le potentiel productif du continent. Ces appels, formulés lors de la conférence 2023 sur les politiques foncières en Afrique, tenue à Addis Abeba, intervient alors que les secteurs tels que l'exploitation minière, l'industrie manufacturière, les services, l'agriculture et l'agroalimentaire créent un marché unique dans le cadre de la ZLECAf et offrent des opportunités à la fois de croissance économique et de création de réseaux nouveaux et innovants pour l'Afrique. Selon Judith Nabakuba, ministre ougandaise des Terres, du Logement et du Développement urbain, l'Afrique a besoin de bonnes politiques de gouvernance foncière qui renforcent les droits des femmes à la terre et à la protection de l'environnement afin d'obtenir des résultats justes et durables. Les politiques formulées doivent être visionnaires et intégrer les questions du changement climatique et la réforme des systèmes de justice foncière. Le directeur par intérim de la division du développement et du financement du secteur privé de la CEA, Robert Leasing, assure que des systèmes de gouvernance foncière solides sont essentiels pour faciliter la vie des jeunes, des femmes, des communautés locales et du secteur agricole, car cela permet de s'engager et de bénéficier des opportunités de la ZLECAf et de la numérisation. À la demande du président congolais Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo, qui est le 15e pays le plus peuplé au monde, va promouvoir l'économie circulaire. L'idée est de recycler en masse les 8000 tonnes de déchets plastiques produites quotidiennement à Kinshasa et d'autres villes par la suite. Alessandra Adekambi. L'attractivité des villes de la République démocratique du Congo sera renforcée. C'est la volonté du président Félix Tshisekedi, dont le premier mandat s'achève en décembre 2023. À l'occasion du Conseil des ministres qu'il a dirigé en octobre dernier, le candidat à sa réélection a instruit au gouvernement de mettre en œuvre une politique de promotion de l'économie circulaire en milieu urbain à commencer par Kinshasa. Les 24 communes de la capitale de la République démocratique du Congo subissent le spectacle dégradant et inadmissible des déchets qui jonchent les rues, les caniveaux et les cours d'eau. Une situation d'insalubrité notoire qui constitue à la fois un défi de gouvernance et une opportunité économique. Cette mission a été confiée directement au ministre de l'Industrie de ce pays d'Afrique centrale. Il s'agira dans un premier temps de faire un état des lieux de l'ensemble de la filière industrielle dans le recyclage des déchets plastiques pour développer un modèle qui pourra être dupliqué dans d'autres villes du territoire. Les recommandations de Félix Tshisekedi s'inscrivent en la droite ligne des 6e et 12e objectifs de développement durable, respectivement axés sur l'assainissement et les modes de production et la consommation responsable. Ils devraient également déboucher sur la création d'emplois locaux
pour les jeunes au chômage à travers la promotion des activités liées à la collecte et au traitement des déchets. L'agence burkinabé d'électrification rurale ABER a présenté le vendredi dernier l'état de la mise en œuvre du projet Yélène d'électrification rurale. Projet qui a pour objectif de rehausser le taux d'électrification dans les zones rurales du Burkina Faso. Rafitou Ndereko. Accroître l'accès de l'électricité aux zones rurales au Burkina Faso, c'est l'ambition du projet Yélène. C'est un projet financé à hauteur de 49 milliards de francs CFA avec pour objectif de rehausser le taux d'électrification dans les zones rurales du Burkina Faso. Ce projet entend sur une durée d'exécution de 5 ans permettre à 150 000 ménages ruraux d'avoir accès à l'électricité. Selon le docteur Edmond Lankoade, coordinateur du projet, celui-ci va toucher l'ensemble du territoire national et permettre d'impacter près de 5% de la population totale. Ce dernier précise également que rehausser le taux d'électrification préoccupe tant le gouvernement que les populations bénéficiaires. Et lorsqu'on regarde ce taux, il est assez faible. Et lorsqu'on regarde la population concernée, ce sont des populations vulnérables. C'est-à-dire qu'il faut que les acteurs internes ou externes puissent appuyer le gouvernement pour relever le défi. En outre, le projet Yélène vise également à soutenir le développement des activités économiques dans les zones rurales en promouvant l'accès à des équipements énergétiques productifs. Pour ce faire, il est prévu entre la construction de 100 mini-réseaux verts, l'alimentation de 100 000 ménages en électricité par le déploiement de systèmes solaires photovoltaïques, l'installation de kits solaires individuels, a indiqué Dr Alidou Koutou, directeur général de l'énergie. À terme, il s'agira, avec ce projet, selon le directeur général de l'énergie, de soutenir le développement des activités économiques en zone rurale grâce à l'installation des mini-réseaux verts et de la mise en place de l'accompagnement nécessaire pour la pérennité des petites et moyennes entreprises. L'Agence européenne de l'environnement juge que l'Union européenne aura des difficultés à atteindre ses objectifs environnementaux d'ici 2030. Elle appelle donc les 27 à plus appliquer les lois existantes et à insérer le climat et l'environnement dans d'autres domaines politiques. Léon Sabo nous en parle. L'Agence européenne de l'environnement estime que l'Union européenne aura beaucoup de peine à respecter les ambitions environnementales prévues pour 2030. Selon un rapport publié ce lundi, l'agence explique qu'il est très peu probable que les 27 réussissent à diminuer leur consommation d'énergie comme souhaité. Le rythme annuel moyen de réduction observé ces 10 dernières années doit être 3 fois plus rapide pour atteindre les objectifs de 2030, a-t-elle déclaré. En outre, il est improbable d'arriver aux 42% d'énergie renouvelable dans la consommation et d'obtenir que les 25% des terres agricoles soient cultivées selon les critères de l'agriculture biologique. Par contre, l'objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre sera visiblement atteint d'ici 2030. Une bonne nouvelle selon l'AEE, qui souligne néanmoins l'échec de réduire de 55% le nombre de décès liés à la pollution de l'air. Ce rapport sera actualisé chaque année pour évaluer les progrès réalisés par les pays membres à propos des 28 objectifs du programme d'action pour l'environnement de l'Union européenne couvrant la période de 2021 à 2030. L'Agence européenne de l'environnement insiste que pour accélérer le progrès, les États membres de l'Union européenne doivent appliquer davantage les lois existantes, prendre des mesures supplémentaires et élargir le climat et l'environnement sur d'autres domaines politiques. L'Afrique du Sud est confrontée depuis des semaines à une grave épidémie de grippe aviaire. Le pays a abattu plus de 7 millions de poulets pour tenter de contenir les dizaines de foyers de cette maladie qui menace l'approvisionnement en œufs et en volailles pour les consommateurs. Suivant. Depuis quelques semaines, l'Afrique du Sud fait face à l'une des plus graves épidémies de grippe aviaire de son histoire.
Au moins 205 000 poulets sont morts de la grippe aviaire, dont au moins 60 foyers à travers le pays, dont plus de la moitié dans la province de Gauteng, qui comprend la plus grande ville du pays, Johannesburg, et la capitale, Pretoria. Le pays, qui est l'un des plus gros producteurs de volailles du continent, a signalé ses premiers cas depuis le mois d'avril. Mais depuis, la situation ne s'arrange pas. Les conséquences de l'épidémie se font déjà ressentir sur l'économie avec des pénuries d'œufs dans les supermarchés. Certains commerçants n'ont pas hésité à augmenter les prix ou à rationner leurs ventes. Par ailleurs, la Namibie a annoncé il y a quelques jours qu'elle allait suspendre l'importation de poulets et d'œufs en provenance de l'Afrique du Sud et se tourner vers d'autres fournisseurs tels que l'Europe ou l'Amérique latine. La grippe aviaire contamine de plus en plus les mammifères à travers le monde. De l'autre côté de l'Atlantique, le Pérou, le Brésil, l'Argentine et le Chili ont annoncé des centaines de morts parmi leurs mammifères marins, notamment des otaries. Ce virus provoque des lésions musculaires, neurologiques et respiratoires. Même si les cas d'infection humaine sont rares, l'OMS craint que le virus ne s'adapte pour contaminer plus facilement les êtres humains. Au lendemain de la COP28, Total Energy signe un contrat d'extraction offshore au Suriname. Le groupe avait déjà annoncé en fin septembre lancer des études de développement d'un projet pétrolier. Léon Sagbo pour ce commentaire. Chez Total Energies, la diminution de l'exploitation des énergies fossiles n'est pas de mise. Le géant français pétrolier a annoncé le vendredi passé la signature d'un nouveau permis d'exploitation offshore au Suriname. Il coopérera avec Qatar Energies et Petronas sur une superficie de 6 262 km² à 250 mètres des côtes. C'est un nouveau contrat qui survient 2 jours après la signature du texte final de la COP28 qui appelle à abandonner progressivement les énergies fossiles en faveur des énergies renouvelables. Il faut rappeler que les énergies fossiles, à savoir le gaz, le pétrole et le charbon, sont issus de la décomposition d'éléments vivants dans les sols pendant des centaines de millions d'années. Leur extraction et leur combustion effrénée sont la cause de réchauffement climatique entraînant la hausse de la température moyenne de la Terre à 1,1 degré Celsius. Une situation qui dure depuis le 19e siècle a certifié des scientifiques qui préconisent des solutions d'utilisation d'énergie renouvelable, de sobriété et de la diminution de la consommation de viande. Notons que le groupe Total Energies avait déjà annoncé qu'il lancerait des études de développement d'un important projet de 200 000 barils de pétrole par jour au large du Suriname afin de prendre une décision finale d'investissement fin 2024, selon le PDG Patrick Pouyanné. Plus que 5 jours et c'est la Noël. Alors que la magie de Noël devrait déjà commencer à s'opérer, le changement climatique se met à déjouer les pronostics. Au Canada, la neige qui sert à vivre la traditionnelle magie de Noël pourrait être absente dans plusieurs provinces cette année. Une situation qui fait envoler les espoirs d'un Noël blanc. Viva Samana nous en parle. Les espoirs d'un Noël blanc s'envolent presque partout au Canada. De la Colombie-Britannique jusque dans les maritimes, l'on enregistre des températures plus élevées que la moyenne. Dans la province du Québec, la pluie a commencé à tomber dimanche soir, surtout le long de la vallée du Saint-Laurent et se poursuit jusqu'au mardi matin. Les records de pluie en 24 heures pour une journée d'hiver pourraient même être battus dans la région de Montréal, où 40 à 60 mm sont prévus. De même, les précipitations de 50 à 70 mm sont attendues au Québec. Ces précipitations devaient être suivies de températures douces qui dans la plupart des régions ne permettront pas la formation d'un tapis de neige d'ici la semaine prochaine. Toutefois, dans quelques secteurs à l'instar de Charlevoix et les Hautes-Laurentides, il pourrait y avoir suffisamment de neige au sol pour que les résidents aient droit à un Noël blanc. Selon Environnement et Changement Climatique Canada, un Noël est considéré comme blanc si le sol est recouvert d'au moins 2 cm de neige le 25 décembre à 7 h le matin. Toutes ces anomalies sont imputables au phénomène climatique El Niño qui accentue le réchauffement au Canada pendant l'hiver. El Niño a officiellement commencé en juin dernier, une période plus tôt que d'habitude. Il se manifeste par des températures de surface plus chaudes que la normale dans l'océan Pacifique équatorial, ce qui a des conséquences sur toute la planète. Le professeur de météorologie à l'Université de Géorgie Marshall Shifred avait prévenu que l'apparition de ce phénomène a évidemment des conséquences sur la probabilité que 2023
soit l'année la plus chaude jamais enregistrée si l'on tient compte du réchauffement climatique. Néanmoins, d'après le météorologue à Environnement Canada Peter Kimball, il y a au moins 50% de chances que les habitants du Thunder Bay dans le nord-ouest de l'Ontario connaissent un Noël blanc. À défaut de cela, ils devront se contenter d'un Noël brun ou humide. Des rapaces diurnes nécrophages. Les vautours sont des oiseaux de grande taille, chauves, issus de la famille des acitripiformes. Ces charognards, à travers leur alimentation, participent activement à l'élimination des cadavres d'animaux, ce qui évite la propagation de nombreuses maladies. Ils fournissent à cet égard un rôle essentiel dans l'écosystème. Plus de précision avec Rafitou Berekou. Appelés scientifiquement Gyps fulvus, les vautours sont des rapaces charognards au plumage terne à la tête et au cou de plumée, au bec puissant, aux ailes longues et larges. Ces grands oiseaux appartiennent à la famille des rapaces, où ils tiennent une place un peu à part en raison de leur régime alimentaire. En effet, les vautours se nourrissent principalement des carcasses d'animaux morts, ce qui les rend aussi importants dans les écosystèmes où ils vivent. Ce sont d'excellents planeurs qui possèdent également un très bon odorat pour repérer leur proie. L'altitude de vol des vautours dépend de la situation. La présence d'un troupeau, par exemple, oblige le vautour à descendre plus bas pour repérer un éventuel cadavre au sol. Les vautours sont des oiseaux qui peuvent vivre environ 35 ans et ne peuvent donner naissance qu'à un oisillon chaque année. Malgré leur taille impressionnante, les vautours sont des oiseaux très méfiants. Ils peuvent mettre plusieurs heures avant de se poser pour se nourrir. Au préalable, ils survolent lentement la carcasse afin d'évaluer leurs possibilités de fuite en cas de danger. Les vautours sont symboles de protection et de renaissance. Ils sont également associés à la notion de maintien de l'équilibre dans la nature, tout simplement parce qu'ils assurent l'élimination rapide des animaux morts en évitant la propagation des maladies. Une catastrophe naturelle a endeuillé ce week-end 2 pays de l'Amérique latine. Au total, 14 personnes ont perdu la vie en Argentine et 2 en Uruguay. C'est dire que l'épisode des tempêtes violentes et meurtrières n'est pas encore terminé dans le sud du continent américain. Les précisions avec Vivas Aman. Une violente tempête avec de fortes pluies et des vents soufflant jusqu'à 150 km/h a causé au moins 16 morts et provoqué de nombreuses destructions dans plusieurs villes du centre de l'Argentine et en Uruguay. La situation la plus grave s'est produite dans la ville portuaire de Bahia Blanca, à 600 km au sud-ouest de Buenos Aires, la capitale argentine. La tempête a provoqué l'effondrement d'un toit d'un club de sport samedi, faisant 13 morts et 14 blessés graves selon les services de municipalité. Le président argentin Javier Milei s'est rendu sur place le dimanche pour constater les dégâts. Il a ensuite présenté ses plus sincères condoléances aux victimes, déclarant que face à de tels événements, les Argentins parviendront toujours à donner le meilleur d'eux-mêmes et à mettre à l'épreuve leur résilience et leur solidarité. Il renchérit en disant être parfaitement convaincu que cette situation sera résolue de la meilleure façon possible avec les ressources existantes. Mais en attendant le rétablissement des services, la ville de Bahia Blanca, qui a subi d'importants dégâts, est privée d'électricité. Le service météorologique national argentin a déclaré en alerte orange plusieurs provinces du centre-est du pays autour de la capitale Buenos Aires. Avec des précipitations allant jusqu'à 130 mm, 6 autres provinces sont placées en alerte jaune. Mais d'après les prévisions, il est prévu l'avancée des tempêtes vers le nord du pays de l'Albi-Céleste. D'autre part, à Moreno, à 40 km de Buenos Aires, une femme est morte après avoir été heurtée par une branche d'arbre arrachée par le vent. Selon les sources policières, 360 arbres ont été abattus à Buenos Aires qui a été balayé dimanche matin de vents de près de 100 km/h, de fortes pluies et de coupures d'électricité. Le maire de la capitale, Jorge Macri, a indiqué que Buenos Aires s'est réveillé avec 360 arbres abattus qui ont détruit les véhicules, coupé les câbles et fait tomber des éclairages publics et ont perturbé la circulation. Le service météorologique national fait savoir que certaines banlieues de la capitale ont également été touchées par la tempête avec des précipitations atteignant 40 mm en quelques heures, soit le tiers de la moyenne historique pour le mois de décembre. De l'autre côté de la frontière, au moins 2 personnes ont perdu la vie dimanche dans le département de Colonia en Uruguay. En effet, des vents soufflant à plus de 167 km/h
ont arraché des arbres et emporté des toits selon l'Institut météorologique uruguayen. Il s'agit d'un garçon de 8 ans mort dans un camping de la station balnéaire de Santa Regina et d'un homme de 20 ans tué alors qu'il conduisait sa moto sur une route près de Rosario. Les pompiers ont signalé plus de 150 situations d'urgence dans la capitale uruguayenne Montevideo et dans le reste du pays. Ainsi s'achève cette édition environnementale. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes et surtout, prenez soin de vous.